Le début de ma vie, tellement loin, le début de ma vie, ben c'est déjà Paris. Je suis né à Paris, dans le 14e arrondissement. Le 31 octobre 1930. Voilà. C'est ça le début de ma vie. Ben oui, hein, c'est pas ça? Bon. Et puis, il s'est passé quelque chose de très, très important, très particulier, très bizarre, quand j'avais 7 ans. Mon père faisait partie d'un groupe de personnes qui accueillaient des réfugiés allemands du nazisme, des communistes ou des juifs. Et donc, il a rencontré chez une des personnes qui faisait cet accueil, qui était un photographe merveilleux, Maywald, il a rencontré un homme qui l'a fasciné, qui s'appelait Jean Veit, qui était un danseur allemand communiste et qui venait d'arriver à Paris. Bon. Mon père avait une espèce de fantasme de la danse, sans doute. Et donc cet homme l'a fasciné et il s'est trouvé que quelques jours après, il a rencontré cet homme, enfin il traversait la cour carrée du Louvre et il a vu un homme qui dansait, masqué, qui faisait la manche, c'est-à-dire qu'il dansait avec une petite chose pour récolter de l'argent. Et il s'est rendu compte que c'était Jean Veit. Et donc, il a dit à Jean Veit, écoutez, pour vous aider, si vous voulez, venez une fois par semaine à la maison, vous donnerez un cours de danse pour moi, dit-il, mon père, et mes 3 fils, parce que j'avais deux frères plus âgés que moi. Et donc cet homme, Jean Veit, est arrivé à la maison, on poussait les meubles, et il nous donnait une leçon de danse. Bon. Mon père, bien sûr, était très passionné, mes 2 frères ne l'étaient pas vraiment, et moi, je ne sais plus si j'étais passionné, mais enfin quelque chose s'est emparé de moi. Donc, cela a duré jusqu'à la déclaration de guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et Veit faisait partie finalement de la famille. Quand on partait en vacances, souvent il partait avec nous et on avait un cours de danse tous les jours, en plein air, enfin là où on pouvait danser. Bon. Et puis, comme la guerre est arrivée, Veit était allemand, il a eu beaucoup de problèmes, il a été interné, etc. Et finalement, il est arrivé à se faire engager dans l'armée anglaise. Et donc, plus de Veit et plus de danse. Je suis entré au lycée, j'ai fait mes études secondaires. Et toujours mon père disait, quand Veit reviendra, tu recommenceras à danser. Et entre-temps, je pensais au théâtre, je pensais à devenir acteur, j'ai eu des expériences de théâtre amateur, etc. Mais toujours mon père disait, mais de toute façon, tu danseras encore quand Veit reviendra. On savait qu'on gagnerait la guerre et on savait que les choses s'arrangeraient, on espérait. Donc, en 1946, donc plus de 6 ans après, Veit est revenu. Et bien entendu, il est venu voir mon père.
Et il a dit, voilà, je vais monter une petite compagnie. Et donc mon père a dit, ben, Dominique va aller travailler avec vous. Donc je suis allé, je suis retourné et c'est comme si rien ne s'était arrêté. C'est-à-dire, quelque chose avait sommeillé pendant 6 ans. Et quelques mois après, je dansais sur scène avec lui. C'est une chose très très bizarre. Mon corps n'avait rien oublié. Et surtout, mon désir était toujours là. Il y avait quelque chose qui s'était imprimé dans ma peau. Voilà. Et il se trouve qu'en plus, le jour où je suis retourné, en 1946, j'ai rencontré là, dans le studio, en entrant dans le studio, j'ai vu une jeune fille qui était là aussi, mais qui était une danseuse beaucoup plus accomplie que moi déjà, et qui était Françoise Michaud, et qui est devenue Françoise Dupuis, qui est devenue ma femme. C'est très très curieux. Voilà, ça c'est l'histoire de l'enfance, enfin c'est l'histoire de la graine, une graine de danse qui a été semée, qui a attendu sous la terre et finalement qui a germé et qui a poussé. C'est bizarre, hein? Vous savez, il y a un petit animal, en français on l'appelle le tardigrade. C'est un petit animal, je crois qu'il est monocellulaire, enfin c'est un animal très primitif, hein, qui a la faculté de s'abstraire de la vie. Il se dessèche, il se fossilise, il devient comme un fossile. Oui. Et il peut rester à l'état fossile pendant très longtemps. Il suffit d'une petite goutte d'eau ou un petit peu d'humidité qu'il effleure pour qu'il revive. Un peu ça. Voilà. C'est très bizarre, quoi. Une espèce de mémoire, une mémoire inconsciente, qui s'installe. Je crois beaucoup à je pense que cette idée de la mémoire non volontaire est très importante pour la danse. Oui. Le corps absorbe, avale beaucoup de choses, certaines choses que l'on croit absorber volontairement et avec une certaine volonté, et puis d'autres qui viennent inconsciemment d'une certaine façon et qui s'installent dans votre corps. Et sur le moment où vous ne vous en rendez pas vraiment compte, et ce n'est que plus tard, un jour vous faites quelque chose et vous vous dites c'est drôle, il me semble que j'ai déjà fait quelque chose comme ça, et c'est quelque chose qui revient. C'est fascinant, très très fascinant. Voilà, ça c'est les prémices, hein, c'est le terreau, c'est la base. Après. Et votre mère? Ma mère n'était pas du tout apte à vouloir entrer dans la danse. Mais ça ne veut pas dire qu'elle était hostile à ce que nous faisions, mais elle n'est jamais venue prendre la leçon. Jamais. Non. Elle aimait beaucoup Veit, et après, elle m'a beaucoup vu danser, elle nous a beaucoup vu danser, Françoise et moi, elle a beaucoup aimé nous voir danser, elle nous a beaucoup aidés, mais ce n'était pas quelqu'un qui pouvait entrer physiquement dans la danse. C'était plutôt une intellectuelle. Et donc, alors que mon père, lui, je crois qu'il avait un désir rentré. Il avait de toute façon un désir d'être un artiste, et qui était un désir d'être un artiste de l'espace, d'une certaine façon.
Et donc la danse l'a fasciné, et donc il était très très capable de danser, mais il a surtout été sculpteur, il a sculpté. Et ce n'est pas sans relation, bien entendu, la sculpture et la danse. Mais il n'a pas été sculpteur professionnel, hein, mais il a beaucoup, beaucoup sculpté. Il a sculpté tous les jours de sa vie, tous les jours. Même travaillant dans une autre branche complètement, il a toujours sculpté et dessiné. Et donc, je pense qu'il a reporté sur moi son désir d'être un artiste et son désir d'être un danseur. Vous croyez que c'est à cause de lui ou c'était dès le début une vocation, quelque chose qu'on aimait pour vous? Non, je pense pas que ce soit une vocation. Je ne pense pas que ce soit une vocation, c'est une rencontre pour moi. Est-ce que je serais devenu danseur s'il n'y avait pas eu cet accident, hein, de cette rencontre de mon père avec Veit? Je ne sais pas. Je pense que, enfin, je pense que cette idée de vocation, bon, moi je suis un peu, je suis un peu réticent à cette sorte de vocation, parce qu'on parle beaucoup de la vocation des petites filles qui veulent être danseuses, etc. Bon, et on a beaucoup parlé de ça, et c'est quelque chose que je trouve un peu, comment dire, un peu faux, un peu... Je crois que il y a quelque chose qui arrive dans la vie qui fait que vous vous mettez dans un chemin. Et vous voyez qu'il y a très souvent des gens, je parle de danseurs, très souvent il y a des gens qui rentrent dans la danse parce qu'ils ont un problème. Ils ont un problème physique. Et c'est à propos de ce problème physique qu'ils cherchent quelque chose pour le surmonter, et pour certains, ce quelque chose, c'est la danse. C'est très très curieux. Et je crois beaucoup plus à ça, si vous voulez. Pour moi, ça c'est pas une vocation, mais c'est un, comment dire, c'est un appel, enfin c'est un désir. Oui. Pas quelque chose qui vous tombe comme ça du ciel, comme une vocation, le bon Dieu qui ferait de vous un danseur ou une danseuse. Non, mais vous, qui, à un moment donné, par rapport à quelque chose qui vous arrive, ou quelque chose qui vous affecte, ou quelque chose que vous rencontrez, eh bien vous décidez, tout d'un coup, enfin vous décidez, je ne sais même pas si vous le décidez, vous entrez dans quelque chose et vous entrez dans la danse. Bon. Et vous êtes religieux? Non, pas vraiment. J'ai eu, comme toujours, j'ai eu 2 périodes quand même religieuses dans ma vie. Ah oui, c'est drôle que vous me demandiez ça, parce que c'est assez intéressant. Je n'avais jamais pensé à ça. Parce que au début de la guerre, donc, quand Veit est parti, que la danse m'a quitté provisoirement, il se trouve que j'étais à la campagne, mes parents ont quitté Paris, et j'étais à la campagne dans un petit village où à l'époque encore tout le monde allait à l'église, etc. Donc j'ai eu une petite période religieuse là, c'est vrai. Je suis allé à la messe, j'ai fait ma première communion. Il y avait longtemps que je n'avais pas pensé à ça. Et puis, bon, ça m'a passé. Bon, et puis beaucoup plus tard, dans les années de ma cinquantaine, comme ça, j'ai eu un petit accès mystique. Je suis allé en Inde, enfin bref, je me suis rasé la tête, je me suis habillé en blanc, baba cool un peu.
Ça m'a passé aussi. Mais ça laisse des traces, de toute façon. Hein. C'est bien. Et maintenant? Maintenant, non, enfin, je pense, je crois beaucoup à des phénomènes à des phénomènes d'influence de la nature ou du cosmos ou des choses comme ça, c'est sûr. Je serais plutôt, s'il fallait que je choisisse une religion, je crois que je choisirais la religion primitive japonaise, le Shinto, c'est ça? Oui. C'est-à-dire une religion qui est... il y a des esprits. Il y a des esprits, l'esprit de la forêt, l'esprit de, je sais pas, de l'eau, etc. Bon, il y a quelque chose là qui est... Mais c'est tout, m'appartient, non. En tout cas, je ne suis pas apte à entrer dans une religion monothéiste. Voilà. Ma religion, c'est la danse, de toute façon. C'est déjà assez. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire comme prière? Vous savez, un danseur fait sa prière quotidienne, hein, enfin, ou ses prières quotidiennes, mais en tout cas, prière quotidienne, tous les matins. Tous les matins, se retrouver en train de se remettre en mouvement. C'est dur. Oui, c'est dur. Parfois, c'est un peu lassant. Parfois, on voudrait bien ne pas avoir cette obligation. Et puis, d'un autre côté, c'est un moyen de se retrouver chaque jour. Ce qu'il faut, c'est essayer de le faire avec le maximum de sensibilité et de ne pas le faire comme un exercice imposé. Il faut essayer de lui trouver chaque jour un minimum de créativité. Mais si vous le faites dans cet état d'esprit-là, tout va bien. Tout va bien. Mais c'est vrai que c'est très prégnant. Et alors, c'est très prégnant en particulier pour quelqu'un comme moi. C'est-à-dire, depuis quelques années, en dehors de mes activités de danseur et de chorégraphe et de pédagogue, j'écris beaucoup. Oui, j'ai beaucoup écrit. Et il y a un livre qui sort en ce moment, dont on pourra peut-être parler. Et donc, écrire, ça veut dire lire. Hein, il faut lire beaucoup pour écrire. Et c'est une activité que je fais plutôt le matin. Enfin, le jour n'est encore pas levé, c'est-à-dire à la fin de la nuit, hein, à l'aube. Et donc, il y a une sorte d'antagonisme entre le fait de se mettre à sa table, lire, écrire, et ensuite s'occuper de son corps. Si je donne trop d'importance, et je commence toujours par la lecture et l'écriture, oui. Si je donne trop d'importance à l'écriture et à la lecture, je ne peux plus passer le cap. Et donc le passage à l'activité dansée devient difficile. Mon corps me dit « Adresse-toi plus haut », oui, c'est trop tard. Oui. C'est très curieux. Et c'est quelque chose, une chose à laquelle je suis confronté quotidiennement presque. Sauf lorsque je prépare un spectacle vraiment où j'ai à danser. Et là, alors, j'évite donc de commencer par la lecture et l'écriture. Je me mets directement dans le mouvement. Comme ça, je suis sûr. Je suis sûr que je vais travailler.
C'est très intéressant d'une certaine façon. C'est très bizarre. Parce que finalement, pour moi, les deux choses, moi-même, si vous voulez, je ne fais pas de différence tellement entre mes différentes activités. Et pour moi, écrire, c'est danser d'une certaine façon aussi. Et les gens qui lisent ce que j'écris me disent « tu écris comme tu danses ». Mais c'est mon corps qui ne l'accepte pas. Enfin, c'est mon corps qui a des difficultés avec ça. C'est peut-être aussi la société aujourd'hui qui sépare les activités cérébrales ou intellectuelles et physiques. Oui. Ah oui, bien sûr. C'est bien sûr. Et bien que pour moi, la danse, je considère la danse comme une pensée, comme quelque chose... bon, c'est pas quelque chose de physique, simplement. L'éducation que l'on a reçue quand même, hein, fait qu'on est un peu coupé en deux, quoi. Et le livre parle de quoi? Le livre s'appelle Une danse à l'œuvre. Ça veut dire, ce n'est pas un livre sur une œuvre qui pourrait être notre vie, à ma femme et à moi, à Françoise et à moi. Ce n'est pas non plus un livre sur nos œuvres, les spectacles que nous avons faits, les pièces que nous avons chorégraphiées, mais c'est à l'œuvre, c'est-à-dire c'est la traversée de notre vie par la danse, ou la traversée de la danse tout au long de notre vie, à l'œuvre, hein, ça veut dire c'est toujours à l'œuvre, et ça continue encore. Ce ne sont pas des choses que l'on a faites et sur lesquelles on discourt, mais c'est la danse qui continue, voilà, une danse à l'œuvre. Donc ça contient des textes que nous avons écrits, car nous avons toujours écrit, depuis 50 ans, jusqu'à aujourd'hui, et qui sont tous des textes qui ont paru quelque part. C'est-à-dire que ce ne sont pas des notes, des carnets, une sorte de journal, etc. Hein. Ce sont vraiment des textes qui ont été faits pour être publiés ou pour être proférés. Il y a des textes de conférences, par exemple. Ils ont tous déjà eu une vie. Ils ont déjà tous apparu d'une certaine façon. Et puis, on les fait réapparaître dans cet ouvrage. Oui. Alors, il y en a qui il y en a beaucoup qui sont des textes de circonstances, qui ont la valeur de circonstances, qui ne sont pas des textes, ce ne sont pas des grandes pensées, ce sont des choses plutôt, que l'on a dites dans le moment, sur le moment, et qui sont bien reliés au contexte dans lequel ils ont été écrits. D'où le titre Une danse à l'œuvre. Et puis, ils sont assortis de textes que nous avons écrits ces derniers mois et qui relatent un certain nombre d'expériences que nous avons traversées. Voilà. Donc, ce n'est pas une biographie, c'est une fausse biographie, c'est une anti-biographie, c'est une non-biographie. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments biographiques, mais c'est pas la relation de notre vie. Mais on voit beaucoup de choses que nous avons traversées à travers tous ces textes. Oui. Bon, est-ce que ça va être intéressant? Je ne sais pas. Puis il y a beaucoup de photos. Il y a des photos très anciennes. C'est bizarre. Mais vous savez, ça a été un travail... ça a pris beaucoup de temps. Il a fallu rechercher ces textes. On a fait un choix. Il y en avait beaucoup. On a fait un choix arbitraire, d'une certaine façon. Et puis, on a donc écrit ces textes additionnels relatant des choses que nous avons traversées. Et donc, nous avons été replongés dans la mémoire. De choses que nous avions, auxquelles on n'avait pas pensé depuis très longtemps. Donc, ça m'a beaucoup affecté d'une certaine façon. J'ai beaucoup rêvé. Voilà, c'était...
encore une aventure. Et c'est bien que ce soit fait. C'est bien que ce soit fait parce que là aussi, je pense que c'est comme un substratum, enfin, c'est quelque chose, voilà. On a fait ça, et peut-être maintenant on peut faire autre chose, complètement différent. Moins axé sur la mémoire, moins axé sur des choses du passé, et plus notre pensée de maintenant. Et c'est quoi? Ah ben ça serait, je sais pas, ça serait écrire sur des choses, pas écrire sur la danse en général, parce que moi je n'aime pas beaucoup parler de la danse, et j'aime pas beaucoup les gens on parle beaucoup de la danse comme si la danse était quelque chose qui existait, une espèce d'entité. Je pense qu'il y a des danses, il y a des moments de danse, il y a des états de danse, il y a des œuvres de danse, il y a... Bon. Mais la danse avec un grand D, oui, ça m'agace. Ça m'agace, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Ce sont des expériences finalement. Donc on pourrait peut-être... moi j'ai envie d'écrire des choses sur des expériences très pointues que j'ai pu traverser. Par exemple, en ce moment je pense beaucoup, à cause de ce livre qui m'a remis dans la mémoire, je pense beaucoup aux expériences corporelles que j'ai pu traverser, aux états de danse que j'ai traversés, à travers toutes les danses que j'ai pratiquées. Et comment, justement, comment ces danses différentes, la danse classique, la danse contemporaine américaine, la danse allemande, les techniques de mouvement comme les arts martiaux, ou des techniques comme Feldenkrais, ou comme Pilates, ou comme etc. Comment essayer comme une analyse finalement, une auto-analyse, comment toutes ces choses que j'ai traversées, je reprends un peu ce que j'ai dit tout à l'heure au début, comment ces choses se sont infiltrées dans mon corps. Oui. Essayer de me souvenir par quel état j'ai été traversé, quels états de corps j'ai traversé, et à quel moment mon corps était disponible, volontaire, à quel moment mon corps était plus passif, j'avais plus de difficultés. C'est bizarre. Je crois que ça tient beaucoup aussi aux maîtres que l'on rencontre. Et les souffrances qu'on a. Oui, les souffrances qu'on a, puis les maîtres que l'on rencontre qui vous passionnent tout d'un coup, alors que d'autres vous laissent beaucoup plus indifférents, quoi. Vous avez vraiment l'impression qu'ils sont là pour vous apprendre quelque chose, une technique ou quelque chose, alors que d'autres sont là plutôt pour vous éveiller à quelque chose et pour vous transmettre, enfin pour vous faire la passation de quelque chose de façon très, très subtile, beaucoup plus humaine, beaucoup plus poétique peut-être aussi, enfin je ne sais pas. C'est très... Mais je pense que je voudrais faire une réflexion là-dessus, qui vient à la fois de mon expérience comme élève, enfin comme apprenti, hein, de mes apprentissages, mais qui vient aussi de ce que je vis depuis un certain nombre d'années, où je rencontre des gens qui viennent travailler avec moi et qui reconnaissent en moi quelque chose, comme un maître. Bon, on m'agace de temps en temps, mais enfin c'est comme ça. Hein. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Il y a un moment où ce que l'on
ce que l'on a, enfin ce que l'on a traversé, fait de vous quelqu'un de très particulier, de très sophistiqué. Oui. J'aime beaucoup le mot de sophistiqué parce que vous comprenez sophistiqué, oui. En français, c'est un très beau mot parce que ça veut dire à la fois quelque chose de très raffiné, parfois même sophistication, ça peut aller jusqu'au kitsch. Hein. Bon, il faut s'arrêter avant que ce soit kitsch. Mais c'est très raffiné, c'est très distingué, c'est très subtil. Donc, on pourrait imaginer que c'est très extérieur, d'une certaine façon, c'est très dans la représentation, alors qu'il y a quand même dans le mot sophistiqué, il y a Sophia, qui est la sagesse. Comme si, le raffinement et la sagesse allaient ensemble. Donc voilà, et c'est ça qui me fait un peu penser peut-être à travailler sur ce thème de comment les choses viennent à vous, comment les choses et comment vous les recevez, et puis après, bien entendu, comment vous les restituez, comment vous les recrachez, comment vous les... Bon. Non, mais c'est passionnant. Hein. Enfin, pour moi, la pédagogie, c'est beaucoup plus que tout le reste, pour la danse en tout cas. C'est très très important. Et c'est comment de vivre avec quelqu'un qui travaille avec, qui fait la même chose en fait. Votre femme, vous êtes ensemble depuis longtemps? On se connaît depuis 1946, donc, et on s'est mariés en 51, mais on danse ensemble donc depuis 46. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup d'années, beaucoup d'années. Et c'est incroyable. Vous savez, mais là, on n'avait pas dansé, ça faisait à peu près plus de 20 ans ou 25 ans que nous n'avions pas dansé ensemble. Et nous avons eu la chance de danser au Ballet Atlantique à La Rochelle, et donc dans une pièce de Régine Chopineau, dans laquelle nous nous sommes retrouvés, on dansait en duo, et puis nous avons fait une pièce, Feu d'artifice, et dans cette pièce, nous dansons aussi en duo, et là, nous avons fait nous-mêmes la chorégraphie de ce duo. Et donc, ce duo est truffé de citations, de choses que nous avons déjà dansées, soit de nous, soit d'autres chorégraphes. Mais volontairement, hein, on n'a pas peur de faire des citations. Et bon, c'est un clin d'œil, et en plus c'est une vision sur notre danse, comme ça, une vision un peu ironique sur notre danse. Et en plus, on a choisi de faire ce duo en faisant une citation du Faune de Jérôme Robbins. Dans le Faune de Robbins, les deux danseurs qui dansent se regardent dans une glace qui n'existe pas, et la glace, c'est le public. Donc nous avons repris cela, nous citons, mais volontairement, Jérôme Robbins, mais pas sa chorégraphie, mais cette idée de la glace. Et donc, nous dansons en nous regardant dans le public, ce qui est extravagant pour nous, parce que nous ne sommes pas du tout des gens qui travaillons devant une glace. Mais donc, bon. Donc il y a cet aspect critique, ironique, qui est très amusant. Et alors les gens qui nous voient danser, qui nous ont vus danser, sont absolument étonnés de la relation qu'il y a entre nous. Il y a des personnes qui nous ont dit, même quand vous êtes séparés, même quand vous ne vous regardez pas, on a l'impression que vous vous voyez. Tellement il y a une grande connivence entre nous, une grande habitude, oui, parce qu'on a beaucoup dansé.
beaucoup dansé. Dans les premières années où nous nous sommes connus, donc nous sommes connus chez Jean Veit en 1946, et puis nous sommes restés chez Veit 3 ans jusqu'en 1949, il est parti en Allemagne en 1949, et donc après nous avons décidé de travailler tous les deux, et pour gagner notre vie nous avons beaucoup travaillé au music-hall. Oui. Et donc travailler au music-hall et dans les cabarets, vous savez, c'est une expérience extrêmement profonde d'une certaine façon, parce que ce sont des conditions très 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 difficiles, et finalement qui nous ont armés, enfin qui nous ont préparés à toutes les vicissitudes du monde. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire tout ce qui peut vous arriver ne peut plus vous affecter vraiment. C'est très très difficile, et d'un autre côté, c'est absolument passionnant, parce que vous dansez, on a dansé dans les cabarets de ce quartier-là, de Pigalle, beaucoup, et vous dansez devant des gens qui ne sont absolument pas venus pour vous voir danser, oui, qui sont occupés à boire, il y a même des endroits où ils mangent, alors là il y a le bruit des fourchettes, des assiettes, etc. Et donc, à chaque fois que vous entrez sur la piste, hein, il faut vous dire, et là on se disait, Françoise et moi, il faut qu'ils nous regardent, ils nous regarderont, et donc, coûte que coûte, il faut, et c'est pas une question de cabotiner de cette façon, mais c'est une question d'avoir une telle présence, une telle force interne, que les gens, finalement, posent leur verre et commencent à dire « Tiens, mais c'est pas mal quand même ce qu'ils font, ces deux-là. » Voilà, hein? C'est ça. Quand vous avez fait ça pendant un certain temps, vous êtes blindé. Mais on ne regrette pas d'avoir fait ça, hein? C'était une expérience. Il ne faut pas faire ça toute sa vie. Hein? On ne pourrait pas le faire toute sa vie. Et c'est comment de créer une liaison comme ça, assez forte? C'est un travail ou vous croyez que ça se passe? C'était un accident, la rencontre avec votre femme? Il y a les deux, enfin je pense qu'il y a le travail, et puis bon, il y a une attirance d'esprit, je dirais aussi, hein. Nous sommes très 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 proches dans ce que nous aimons, dans les choses que nous avons connues, même avant de nous connaître, les choses que nous avons recherchées. Il y a beaucoup, beaucoup d'affinités chez nous deux, bien que nous soyons finalement très différents, que notre façon d'envisager les choses soit très différente, et notre façon de danser aussi est différente, de chorégraphier est différente, ce qui n'empêche qu'on peut chorégraphier ensemble, on danse ensemble. Mais je crois aussi que ce qui a fait le lien beaucoup, c'est qu'on a toujours vécu là où on a travaillé. Bon, cet endroit où nous sommes aujourd'hui, que l'on ne voit pas sur votre image, hein, c'est un studio que nous avons trouvé en 1954, il y a bientôt 50 ans, et dans lequel non seulement nous avons travaillé, mais nous avons habité. Donc, dans une loggia au premier étage, donc très facile de descendre l'escalier, de se retrouver dans le studio, très facile de remonter, très facile de basculer de l'un à l'autre. Donc, à un moment donné, le lieu même, l'espace même dans lequel on vit, il n'y a pas de différence. Oui. Donc ça aussi, je crois, a été très important. Alors, vous croyez que c'est le grand amour qu'on parle de... Oui, c'est-à-dire que c'est toutes ces choses qui font qu'il y a de l'amour. Oui. C'est ces choses-là ce sont toutes ces choses qui créent l'amour. Un peu comme la vocation, si vous voulez.
l'amour n'arrive pas comme ça, mais il est créé par un certain nombre de circonstances, un certain nombre d'expériences, un certain nombre d'échanges, etc. Et il est là. Et c'est peut-être pour ça qu'il est si pérenne, enfin, qu'il dure depuis si longtemps. Et vous avez créé une famille ou vous avez des enfants? Non, pas d'enfants. Non, 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 on n'a pas eu le temps. Enfin, on n'a pas eu le temps. On n'a pas pris le temps. Hein, on n'a pas pris le temps. Non seulement, bon, des enfants, ça s'élève, et je pense que nous étions trop préoccupés par notre travail pour nous distraire de ce travail pour élever des enfants. Et nous n'avions pas envie d'avoir des enfants, bon, comme peut-être certaines personnes ont maintenant, qui trimballent leurs enfants et qui peut-être ne se préoccupent pas assez de leurs enfants. C'est une création, un enfant. Donc, je crois que c'est un peu difficile pour des créateurs. Mais il y a des gens qui le font, hein, et tant mieux pour eux. Je ne dis pas que ce soit impossible. Mais nous, ça n'a pas été notre choix. On a eu beaucoup de gens qui ont dansé avec nous. On a eu beaucoup d'enfants. Et maintenant, c'est comment pour vous de sentir que le corps change avec l'âge? Je pense que ça, c'est une des difficultés et une des chances de la danse et des danseurs. Pour ceux qui veulent bien accepter la difficulté et prendre la chance au galop, comme ça. Hein. C'est le métabolisme, finalement, et toute la vie est fondée sur le métabolisme. Hein. Toute chose est une chose que l'on absorbe et que l'on digère et que l'on recrache, et toutes les choses, et tout est fait comme ça, hein, de cette transformation. Tout se transforme tout le temps. Donc, en ce qui concerne les danseurs, moi je suis épouvanté de voir que les danseurs s'arrêtent. Oui. Et plus ça va, plus ils s'arrêtent tôt. Vous voyez maintenant, les danseurs à 30 ans, c'est comme s'ils étaient déjà des vieillards. Je pense que le fait justement d'avoir cette difficulté du corps qui change, qui devient difficile, c'est un des éléments de la danse. C'est un des constituants de la danse, cette difficulté et cette adaptation continuelle. Enfin, pour moi, c'est absolument, c'est évident. Moi, j'ai dansé, j'ai été un danseur extrêmement brillant, techniquement, à ce qu'on appelle la technique. Bon, j'ai sauté comme un cabri, j'ai fait de l'acrobatie, j'ai fait des choses extravagantes. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus faire ça, que je le faisais de plus en plus mal, qu'il fallait que je m'arrête de le faire, parce que ça devenait grotesque. Et donc, je me suis dit, et comme j'avais toujours envie de danser, j'ai cherché d'autres façons. Vous savez, un de mes maîtres, de mes plus grands maîtres, Jérôme Andrews, me disait toujours cette phrase de Mary Wigman. Mary Wigman lui a dit un jour, « Vous savez, Jérôme, je crois que j'ai vraiment commencé à danser quand je n'ai plus sauté. » Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas aimé le saut, hein. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas le saut, et que le saut existe. Mais il y a un moment donné où il y a quelque chose qui est plus important que ça. Et il faut le trouver. Mais pour le trouver, il faut gratter encore plus profond que pour le saut. Oui, c'est très difficile d'acquérir le saut, mais c'est très, très difficile de sortir du saut et de trouver autre chose. Mais c'est passionnant.
C'est passionnant. Mais c'est vrai que, bon. Mais vous voyez, bon, je me suis cassé le pied il y a 2 ans. Bon, j'ai passé le cap des 70 ans. Et même les danses que je dansais dans les dernières années, je m'aperçois que je ne peux plus vraiment les danser et que je ne peux plus, en tout cas, danser des danses de cette qualité-là, enfin de cet esprit-là. Donc, je suis en train de me dire, si tu veux danser encore, il faut trouver encore une autre façon, un autre chemin. Et c'est pas difficile dans une société aujourd'hui où tout va très très vite et tout est bon. Il faut prendre le contre-pied. Il faut être résolument, anti-mode et suivre ce que l'on a envie de suivre. Mais je crois qu'en ce qui concerne la danse, bon, autant c'est vrai que les danseurs, on voit que les danseurs sont de plus en plus jeunes, les chorégraphes veulent des danseurs de plus en plus jeunes, mais quand même, on voit aussi qu'il y a des gens qui essayent de danser plus longtemps. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et puis, il y a quand même toute une réflexion, enfin, tout un travail de réflexion sur la danse et pour sortir un peu de la danse spectacle, de la danse production, pour trouver quelque chose qui soit plus du domaine de la pensée. Et donc c'est quelque chose sur lequel moi j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup travaillé, et ma femme aussi beaucoup, parce que nous sommes entrés dans des institutions où il y avait cet aspect de pédagogie et de recherche. Et donc c'est quelque chose qui nous passionne. Et donc nous nous consacrons maintenant beaucoup à cet aspect-là de la danse, c'est-à-dire bien sûr la mémoire, bien sûr la transmission, mais plus que ça, enfin, essayer de trouver qu'est-ce que cela peut être que écrire, écrire la danse, enfin, ou écrire en danse, ou écrire dans la danse. Qu'est-ce que ça peut être que la recherche en danse? Et pas seulement sur la danse, hein, pas seulement un regard sur la danse, hein, comme de l'extérieur, mais comment est-ce qu'on peut générer et initier une pensée, une recherche, et une parole, vraiment à partir de l'acte de danser. Très très difficile. Presque impossible. Mais il faut essayer. Il faut essayer parce que tant que la pensée ou la recherche est sur la danse, ça veut dire vient de l'extérieur, hein, et pas des danseurs eux-mêmes, et pas de la danse eux-mêmes, on n'est pas dans la danse. On n'est pas dans la danse. Alors, ce n'est pas inintéressant, hein. On peut, hein, il y a des gens qui font ça et qui ont une vision et qui apportent une réflexion très, très intéressante, mais qui n'est quand même pas, qui ne vient pas de la matière. C'est quoi la danse pour l'être humain, en fait? On danse depuis le début. Toujours. Oui. C'est le mouvement, hein. C'est ce qui est avant la parole. Oui. C'est ce qui est avant la parole. C'est
c'est ce que l'enfant déjà perçoit dans le ventre de sa mère. C'est le mouvement qu'il a déjà dans le ventre de sa mère, et c'est sa gesticulation avant la parole, c'est-à-dire la gesticulation de l'enfance. Le petit enfant qui n'a pas encore parlé. C'est là qu'on danse le mieux. C'est fantastique. Après, pour retrouver... Moi, je parle beaucoup de ascendre en enfance. Parce que vous savez, on dit que les vieilles personnes descendent en enfance, ou tombent en enfance, voilà. Et moi, je dis qu'on peut ascendre, ça veut dire monter. S'élever dans l'enfance. Une culture d'avant la parole. Je viens de lire un livre absolument fantastique d'un homme qui s'appelle Dominique Lestel. Le titre du livre, c'est, je crois, « Les origines animales de la culture ». Et donc, il défend la thèse qu'il y a une culture chez les animaux. Il n'y a pas seulement un instinct, etc. Il y a beaucoup plus que ça. Il n'y a pas seulement non plus du mimétisme, mais il y a vraiment quelque chose qui est du domaine de la culture. Et cette culture, c'est une culture justement qui est sans parole, puisque les animaux ne parlent pas. Bon, il y a certains animaux qui émettent des sons très précis, etc. Les animaux sous-marins ou les oiseaux. Mais enfin, il y a quand même beaucoup d'animaux qui ne parlent pas. Et donc, cet homme défend cette thèse d'une culture animale qui est une culture, bien entendu, pour nous, pour des danseurs comme moi, c'est très intéressant, parce que c'est la culture d'avant la parole, quoi, la culture du corps, de l'état de corps. C'est fascinant. Parce qu'en fait, dans la culture de l'Occident, on ne danse plus. Oui. Le mélange entre la danse et la vie n'existe plus. Oui. Ce sont des spécialistes qui dansent. Oui. Mais l'homme ne danse plus. Bon, un peu dans les discos. Et bon. Mais il n'y a plus cette relation au monde à travers la danse. Toutes ces danses d'autrefois, toutes les danses ethniques, toutes les danses populaires, toutes les danses folkloriques, sont toutes des danses qui mettaient l'homme en relation à l'univers, à la nature et aux autres hommes. Il y avait une convivialité, non seulement avec les humains, mais avec la terre, avec l'air, avec le soleil, avec les saisons, etc. Enfin, et ça, c'est vraiment perdu. Oui. La danse s'est mise dans un coin comme ça. C'est un peu sa faute, à la danse, d'avoir fait le saut, d'avoir fait un bond sur la scène, et en faisant ce bond sur la scène, elle s'est un peu décrochée du reste. Et puis c'est vrai aussi que la vie maintenant s'est tellement transformée. On est dans une civilisation il n'y a plus de mouvement. Un de mes amis danseurs, ex-danseurs, kinésiologue, grand chercheur en danse et en mouvement, Hubert Godard, dit que nous sommes des analphabètes du mouvement. Et moi, et donc non seulement il n'y a pas de mouvement, donc il n'y a pas de mouvement et il n'y a pas de mots pour parler du mouvement, c'est très difficile. Et puis moi j'ai dit que il n'y a pas de mots et on est incapable, quoi, j'ai perdu ce que je voulais dire. On est invalide d'une certaine façon. Godard, il se positionne un peu comme disant qu'il n'y a pas de mots pour désigner les mouvements, mais moi je dis que non seulement il n'y a pas de mots pour désigner les mouvements, il n'y a plus de mouvement.
Hein? Nous sommes comme des handicapés physiques. Et si on est handicapé physique, on est un peu handicapé complètement handicapé. Oui. C'est à cause de l'ordinateur? Oui, l'ordinateur et tout, enfin le robot, hein, toutes les choses sur lesquelles on... Moi, vous savez, de temps en temps, dans les moments où je parle, dans des conférences, etc., je parle de la relation, parce que je danse beaucoup avec des objets, toutes sortes d'objets. Donc je parle beaucoup de l'objet et je dis que la relation de l'homme au monde à travers l'objet est perdue, de plus en plus perdue. Autrefois, il y avait beaucoup d'objets qui vous mettaient en relation à l'espace et qui vous mettaient en relation au temps. Hein. On moulait, ne serait-ce que son café, bon, et puis après on peut moudre du grain, etc. On peut piler, on peut faucher, on peut scier, toutes ces choses qui sont à la fois des mouvements du corps avec un objet et qui sont des mouvements rythmiques. Ça n'existe plus. Maintenant, on appuie sur un bouton, on appuie sur quelque chose, et c'est une machine qui le fait pour vous. Autrefois, on secouait sa salade. Oui. Mais c'est magnifique, parce que secouer la salade, c'est balancer. Oui. Balancer, qu'est-ce que c'est? C'est le berceau. Donc, c'est quelque chose qui vous rattache à l'enfance, d'une certaine façon. Et donc, à partir du moment où on est coupé de ces mouvements, on est coupé de quelque chose d'extrêmement vital, en fait, de vraiment profond, d'essentiel. Mais ça fait sourire les gens me regardent un peu comme un zombie quand je raconte des choses comme ça, mais c'est la vérité. Hein. C'est vraiment la vérité. Alors, pour pallier à cette insuffisance du corps, on remplace par des activités physiques, sportives. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Le contexte n'est pas le même. D'abord, ce sont des activités qui sont dans un contexte très précis, qui ont toujours une sorte de finalité de performance, de gagner quelque chose. Il y a toujours cet aspect-là. Il n'y a pas cet aspect inutile, enfin, jubilatoire d'une activité. Non, là, c'est quelque chose, il faut jouer de telle façon, il faut remplir une sorte de contrat d'une certaine façon dans les sports. Oui. Donc ça n'a rien à voir. Pour moi, ce ne sont pas des activités de la vie. C'est en dehors de la vie. Hein. Complètement. C'est déjà une représentation, enfin, c'est déjà... Bon. La cassette est presque finie. Et j'ai une autre question, c'est est-ce que vous pensez à la mort? Oh oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une question qui est, comment dire, je dois dire, c'est une question très actuelle. Hein, parce que c'est vrai que, bon, quand on arrive à mon âge, on voit disparaître des gens qu'on a connus, puis des gens qu'on n'a pas connus, enfin, mais qui ont compté. Hein. Avant-hier est mort Pierre Bourdieu, philosophe français, sociologue. Bon, c'est vrai que c'est... En plus, il a exactement mon âge. Il est né la même année que moi. Bon, donc la mort devient très présente. Mais je crois que de toute façon, je dirais que
bon, chez tous les individus, chez tous les êtres humains, la mort est toujours présente parce qu'il y a toujours quelque chose qui meurt et qui est remplacé, et qui meurt et qui est remplacé, nos cellules meurent et d'autres les remplacent, etc. Donc la mort est toujours présente. Et puis c'est un sillon, on sait très bien qu'on va vers la mort. Mais je pense qu'en ce qui concerne les danseurs, c'est encore plus important. Je dirais, c'est plus que la mort qui nous environne, c'est la perte. Nous sommes quand même des gens qui vivons entourés de pertes. Comme je ne sais pas si on peut être entouré de pertes, parce qu'à partir du moment où c'est perdu, ça ne vous entoure plus. Mais enfin, c'est quand même assez... Bon, l'image est assez forte. Nous sommes entourés de choses perdues. C'est-à-dire, je dis ça dans l'introduction de ce livre, du livre, tous ces gestes, tous ces mouvements que nous avons faits, dont nous n'avons, pour ainsi dire, pas la trace, très peu de traces. Oh, bien sûr, il y a les traces, il y a la vidéo, il y a les photos, il y a le cinéma, le film, etc. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de traces. Et puis, il y a toujours des traces que de choses extrêmement précises. Il y a surtout des traces des œuvres. Mais il n'y a pas du tout la trace de tout ce que l'on fait quotidiennement. Et je dis dans la préface du livre, là, je dis, Paul Valéry, le grand écrivain français que j'admire beaucoup, en dehors même de ses œuvres répertoriées de son vivant qui ont paru, etc. Et voilà un homme qui a écrit tous les jours, comme moi, je travaille tous les jours dans le studio. Oui. Mais ce qu'il a écrit tous les jours, toutes ces feuilles qu'il a noircies, donc un certain nombre de ces feuilles sont devenues ses œuvres qu'il a publiées de son vivant, et puis il y a tout ce qui est resté, 35 000 pages, oui, qu'on a publiées, hein, qu'on a pu publier, ou peut-être pas toutes, mais en tout cas une grande partie, et qui sont finalement, quand on les lit, qui sont le sel de sa pensée, hein, le piment de sa pensée. Et moi, j'ai vraiment l'impression que notre pensée à nous, hein, notre pensée, cette pensée de tous les jours dont on parlait tout à l'heure, quand vous m'avez demandé, quand on a parlé de cette question de travailler tous les jours, eh bien, tout cet aspect est perdu. Et même si certains aspects de notre œuvre, des pièces que l'on a pu faire ont pu être filmées, etc., mais tout ce travail souterrain est passé aux oubliettes. Et donc, il y a donc cette idée de la perte qui nous hante, hein, et qui fait que, ben oui, la mort est présente, quoi. La mort est présente. Puis peut-être aussi, je dirais, ce que la mort apporte de terrible, qui est quand même la dégradation du corps, et qui pour nous est peut-être encore plus terrible que pour un être normal, enfin. Hein. Comment ce corps qui a été notre raison d'être va pourrir ou va être brûlé. Bon, moi, par exemple, je vais être brûlé, donc comment il va disparaître complètement? Il ne restera rien. Donc c'est très présent. C'est présent, c'est là. Bon. Mais, voilà. Et ça continue à travers les autres. Oui, c'est vrai. Ça continue à travers les autres, et souvent, là aussi, sans qu'on puisse fatalement le prévoir. Enfin, il y a des choses qu'on peut prévoir. Bon, faire un livre, bien entendu, on prévoit que ça va rester. Mais il y a aussi beaucoup de choses
je pense beaucoup qu'il y a une transmission. Bon, il y a beaucoup une transmission par les gens qu'on a rencontrés, mais il y a une transmission, il y a quelque chose qui reste de nous, de ce que l'on a été, et de ce que l'on a, et de ce que certaines personnes ont pu voir de nous, etc. Il y a quelque chose qui reste, et dont on n'est pas... On ne le sait pas. On ne le sait pas. Comme une espèce de dissémination, comme un pollen, comme le pollen des fleurs qui s'en va. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. C'est sûr, heureusement. Il y a les deux, il y a la chose que l'on décide, enfin, que l'on conçoit, qui est vraiment là pour laisser une trace, et puis il y a des traces qui sont beaucoup plus invisibles. Oui. Bon, je vais encore avoir oublié ce que je vais dire, mais tant pis. Non, des traces invisibles, c'est sûr. Vous savez, pour moi qui ai vécu donc dans cet endroit où nous sommes, qui est donc ce studio que nous avons depuis 1954, eh bien, ce studio, il est vide, mais il est plein. Il est plein. Et j'ai connu beaucoup d'autres studios, et il est tellement plein que c'est dans ce studio que j'aime travailler, j'aime beaucoup y enseigner, mais c'est surtout pour faire des danses, mais faire des danses pour moi en particulier. Il faut toujours au moins que je puisse répéter un peu ici. Je ne pourrais pas faire une danse si j'étais complètement ailleurs sans avoir au moins quelques jours ici. Il faut que je sois ici. Ah oui. Moi, les murs sont pleins de fantômes. Oui. Non, c'est... Moi, je crois à ça. Enfin, je le sens vraiment très fort. Il y a une vie après la mort? Je ne sais pas. Vous savez, avec une grande amie, Laurence Loup, qui est une grande chercheuse en danse, écrivain, historienne, nous avions eu l'idée, elle est fascinée aussi par les studios de danse, nous avions eu l'idée un jour de faire, on aurait un groupe de touristes, enfin un groupe de gens, et on ferait la visite de quelques studios. Donc on aurait un petit minibus, et on s'arrêterait, et on irait faire un studio, on ouvrirait la porte du studio, et le studio serait vide. Et ce serait ça la visite. Oui, on verrait un studio, on refermerait la porte, on reprendrait le minibus, on irait ailleurs, on ouvrirait la porte et on verrait un espace, mais pas un espace innocent, un espace rempli d'ombre.